Et je suis très heureux d'être à nouveau à la Grâce cette année. J'étais l'année dernière et je tiens à remercier particulièrement Monsieur le Président Jean-Michel, son équipe, Lucie et puis tous les acteurs qui nous accueillent chaque année de manière merveilleuse. Je suis très honoré aussi d'animer cette table ronde où nous allons évidemment parler d'un sujet qui est grave et qui est sérieux, qui est la question de la migration, mais qui est la question aussi de l'accueil en France et en Europe. Vous l'aurez compris, au Banquet du Livre, on aime la philosophie, on aime la littérature, mais aussi on aime l'engagement, la militance. On aime aussi des valeurs fortes, notamment la solidarité. Et c'est aussi dans ce cadre-là qu'on a souhaité pouvoir discuter de la problématique, bien sûr, de la migration, que l'on abordera dans un second temps avec Marie-Caroline Saglio, et tout ce que les questions migratoires, ou la crise migratoire, ou la crise de l'accueil évoquent aujourd'hui au sein de notre propre société, mais aussi à l'échelle européenne et mondiale. Mais nous avons aussi tenu à donner la parole à des acteurs qui ont été en situation de parcours de vie difficiles, où l'existence a parfois été en suspens, puis ensuite relancée avec plus ou moins de violence, plus ou moins de contraintes. C'est important, je pense, de donner la parole rapidement à nos intervenants, parce que dans le discours ambiant, fait de beaucoup de fake news autour des questions migratoires, de peur alimentée par des discours souvent radicaux aux idéologies nauséabondes, on oublie souvent qu'il s'agit d'histoires d'hommes, de femmes, d'enfants, d'individus qui sont en capacité de pouvoir gérer leur propre existence, qui ont une volonté de vivre absolue, mais qui ont parfois besoin d'aide, d'accompagnement pour pouvoir continuer leur vie. Il ne s'agit pas de personnes qui sont assistées ou qui viennent, comme on l'entend bien souvent chez nous, profiter de nos services sociaux parce que tout le monde voudrait venir en France. On a cet autre point de vue à montrer aujourd'hui, j'espère et je pense que les acteurs qui sont autour de cette table auront la capacité de vous montrer combien ils sont libres, combien ils ont fait des choix personnels et combien ils sont en capacité de pouvoir faire société avec nous, d'être acteurs du lien social pour une société qui soit meilleure, et on y reviendra. Je ne vais pas m'attarder sur les présentations, Serge l'a déjà fait, mais on va prendre différentes prises de parole de nos intervenants avec un séquençage sur la base des prises de parole de Denis Vaillat, qui a été, comme on l'a rappelé, directeur du CADA, du Centre d'accueil de demandeurs d'asile à la Grâce, mais tu as été aussi un acteur de l'accueil à l'échelle de la région. Et j'aimerais que d'emblée, tu nous donnes une petite perspective historique, hein, on ne va pas remonter au temps très ancien, de ce qui pour toi ont été les temps forts en matière d'évolution des dispositifs d'accueil institutionnel. On nous racontait un petit peu aussi, un angle historique, ce qui s'est passé dans la région. Hein, on va parler d'enjeux nationaux, mais aussi ce qui nous intéresse, c'est les acteurs de l'Occitanie, de la Grâce, mais aussi de la région de manière plus large. Donc tu nous donnes un petit peu ta vision d'une histoire récente de l'accueil, des faits historiques forts qui, de ton point de vue, ont structuré les dispositifs de prise en charge et d'accompagnement des migrants. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à la Grâce et bienvenue finalement sur une terre cathare, mais aussi une terre d'asile. Il faut savoir que la Grâce a accueilli en 1939 des réfugiés espagnols. Après la guerre 1945, quelques familles de déplacés. Et en 1985, la mairie avait pris position pour accueillir des demandeurs d'asile. Donc c'est vraiment la Grâce, un village qui est accueillant avec l'étranger. Ce n'est pas facile quand on a une municipalité à gérer d'accueillir des étrangers, surtout par ces temps. Bon, moi j'ai travaillé plus de 40 ans à demander à l'État d'accorder l'asile à des réfugiés. 40 ans où j'ai eu des bons moments et puis des moments plus difficiles à cause des lois et des circulaires qui sont arrivées pour freiner le flux migratoire. Je me suis, comme fil conducteur, j'ai toujours eu en tête la Convention de Genève de juillet 1951 qui dit qu'une personne qui craint, à juste raison, pour sa sécurité, pour sa liberté, pour sa vie, si elle revient dans son pays, doit être protégée
par le pays où elle fait la demande de la protection. Donc j'ai gardé tout ça en tête et j'ai toujours travaillé avec cette idée de protéger les personnes qui demandaient l'asile. Alors la Convention de Genève a été écrite dans le but de, si vous voulez, c'était après la guerre, 1951, et il y avait à peu près 20 millions de déplacés dans l'Europe, et on a demandé aux dirigeants, à 145 États, de signer en disant, voilà, on va protéger tous ces gens déplacés, ces 20 millions de personnes qui circulent à travers l'Europe, et on va donner les moyens de donner l'asile. Donc on a protégé ces Européens, mais on a un peu oublié que les guerres ne sont pas qu'en Europe, et qu'après on peut retrouver des guerres partout dans le monde. Et en 1967, il y a eu le protocole qu'on appelle le protocole de 1967, qui a dit mais on ne peut pas protéger que les gens qui sont en circulation dans l'Europe, et on va agrandir et on va donner à la Convention de Genève une dimension universelle, beaucoup plus grande, qui va maintenant s'intéresser à tous les réfugiés du monde. Donc le protocole de 1967 permet à n'importe qui fuit son pays pour des raisons de liberté ou de vie ou de survie, doit pouvoir venir en France et dans les pays signataires pour demander l'asile. Donc, ça n'a pas tardé. En 1973, il y a eu les premiers réfugiés chiliens qui fuyaient la dictature de Pinochet. Et après, alors officiellement, la France s'est engagée à accueillir en 1975 des réfugiés du sud-est asiatique. L'État, moi je vais vous citer 4 dates qui m'ont marqué dans ma vie professionnelle. C'est 1975, avec l'accueil du sud-est asiatique, des réfugiés du sud-est asiatique. Alors il y avait des Laotiens, des Cambodgiens et des Vietnamiens. Je vais vous en citer une autre, 1994, quand il y avait la guerre en Bosnie et que l'État a décidé de rapatrier tous les blessés. Vous en avez entendu parler une fois, le marché de Sarajevo avait été bombardé, il y avait des blessés très graves. Et l'État s'est donné les moyens d'accueillir ces personnes-là. Beaucoup de familles bosniaques avec des enfants blessés souvent gravement. J'ai une autre date à vous donner, c'est 1999, les Kosovars. Les Kosovars qui sont arrivés de Macédoine, qui fuyaient la guerre du Kosovo, en transit par un camp de Macédoine et qui sont rentrés en France. Et puis la dernière date, c'est 2001, un bateau qui s'est échoué sur les côtes voiroises. Il y avait des Kurdes syriens. Donc, en 1975, l'État, en 1975, a donné les moyens. Quand l'État, politiquement, s'engage dans l'accueil de réfugiés, ça réussit, ça marche. Bon, après, le contexte s'y prêtait. Il y avait la population, 1975, bon, on accueillait des gens du sud-est asiatique, on a un lien très fort avec les Cambodgiens, les Vietnamiens, une histoire à partager. Donc, l'accueil, l'État était d'accord, la population, ben, ma foi, était d'accord aussi, on accueille des réfugiés, c'est pas gênant. La presse poussait derrière en disant oui, oui, il faut accueillir. Et les intellectuels aussi étaient ravis de voir arriver des réfugiés du sud-est asiatique. Donc c'est une immigration qui a marché. Je peux après rentrer dans le détail de pourquoi elle a marché. Mais la deuxième immigration aussi, enfin, la deuxième perspective, c'est quand on a accueilli les réfugiés blessés, on s'est donné les moyens de les accueillir, de les hospitaliser, de les soigner, et après à eux de revenir ou pas dans leur pays. Enfin, la troisième, c'est les Kosovars. Les Kosovars, l'histoire est plus proche de nous, mais elle montre que les Kosovars ont quitté le pays en 1999, ils ont été récupérés dans des camps de Macédoine, et de Macédoine, c'était à ce moment-là le gouvernement Jospin qui a dit on ne va pas laisser ces personnes croupir sous des tentes, on va récupérer ces personnes. Dans le département, on en a récupéré 110. Alors contrairement, c'est un peu choquant, mais l'État n'a pas voulu, à part à 2 familles, mais l'État n'a pas voulu donner le statut de réfugié. Alors qui dit statut de réfugié, c'est capital. Il faut savoir que le statut de réfugié vous donne tous les droits, tous les devoirs aussi, mais tous les droits qu'ont les Français, sauf le droit de vote. Donc le statut de réfugié,
Et vraiment, c'est pour les gens qui demandent le statut, si vous l'avez, c'est le paradis. Si vous n'avez pas le statut, que vous êtes débouté, ça commence à devenir l'enfer. Alors, Denis, juste peut-être avant qu'on rentre dans des explications sur quelques dispositifs, c'est quoi la demande d'asile, comment ça fonctionne, c'est quoi un CADA, hein, pour expliquer, tout le monde n'est pas au courant. Tu voulais aussi faire une petite allusion à l'histoire plus ancienne autour de la migration espagnole, peut-être parler un petit peu d'une spécificité de la Grâce, tu voulais évoquer pas spécialement, une histoire particulière. Pas spécialement. Je sais que les réfugiés espagnols républicains, bon, j'ai des amis qui ont eu des parents qui sont arrivés en France. Bon, il fallait à ce moment-là vraiment s'engager et reconnaître que l'Espagne était peut-être avant tout une république plutôt qu'une dictature. Alors, comment s'est organisé l'accueil, on va dire, institutionnel? C'est quoi un CADA? Il y en a combien dans la région? Alors, comment ça s'organise et quelles sont les procédures à faire pour y accéder? Dans quel moment on se retrouve dans ce dispositif par rapport à une demande d'asile? Et ensuite, on viendra sur des cas concrets et on laissera aussi nos invités s'exprimer. Bon, les CADA ne sont pas arrivés tout de suite dans le dispositif. Les CADA ont été créés quand on a vu qu'il y avait trop d'afflux d'étrangers, on va dire, qui arrivaient, qui demandaient l'asile. Donc on s'est dit, eh d'abord on va séparer ceux qui ont droit à l'asile, la reconnaissance du statut de réfugié, et ceux qui n'ont pas droit, les déboutés, on va les écarter, on va leur demander de retourner dans leur pays. Donc les CADA sont arrivés dans l'année 92 à peu près, 92-93. Avant, il y avait des centres de réfugiés. Alors, on a commencé avec les réfugiés asiatiques, hein, où il y avait tous les moyens qui étaient mis à disposition pour que ça réussisse. Et c'était vraiment un moment très fort dans ma carrière professionnelle, parce qu'à ce moment-là, il y avait du travail. On ne parlait pas trop de chômage. Le Front National était à zéro, et finalement, tout se passait bien. Et on a inséré des gens, on les a insérés dans le département, bien sûr, mais on les a insérés en Occitanie, dans toute l'Occitanie. On les a insérés dans la région PACA. Moi, je me rappelle du temps, ça se passait à Port-le-Cat, il y avait 300 réfugiés. Les responsables des diverses associations venaient faire, comme on dit, le marché. Ils venaient, ils disaient, voilà, par trimestre, ça se passait. J'ai besoin de 10 familles, j'ai 10 logements et j'ai 10 emplois. Bon, on organisait tout ça, hop, ça partait à Manosque, ça partait à Nice, ça partait à Gréoux, ça partait dans toute l'Aveyron, à Marvejols, en Lozère, enfin bref. Il y avait tout marchait bien. C'est après que les difficultés sont venues, mais elles sont venues quand il y a eu le chômage, quand il y a eu une situation économique un peu plus difficile. Donc, les dispositifs CADA ont été mis en place. Le dispositif CADA, dans les années 80, bon, il n'y a pas eu que le sud-est asiatique. Tous les réfugiés, puisque depuis le protocole de 1967, on avait droit à accueillir, on avait le devoir d'accueillir des réfugiés de tous les pays du monde. Ce qu'on a fait, on a accueilli des réfugiés du pays de tout le monde. Il y avait des Sri Lankais, des Iraniens, des Irakiens, des Angolais, des Congolais. Tous les pays du monde sont venus en France. Assez riche au niveau de la culture, c'est très riche, c'est passionnant. Mais l'État aussi, à ce moment-là, s'est aperçu qu'il y avait le vrai et on va dire le faux demandeur d'asile politique. Le vrai qui avait son histoire, son dossier, qui obtenait le statut, et puis le faux qui n'était pas trop, qui racontait un peu dans son dossier, c'était un peu des dossiers un peu légers, et donc hop, ça, c'était refusé. Donc ils étaient refusés, et on s'est dit, on ne peut pas continuer comme ça à dire qu'on va avoir des centres de réfugiés. Et en 1993, alors il y a eu les premiers charters, hein, en 1986, je ne veux pas citer de nom, mais il y a un ministre de l'Intérieur qui a dit, les déboutés, c'est l'avion, et puis vous rentrez. Et quels que soient finalement les gouvernements, de gauche ou de droite, on a toujours poussé à faire sortir les gens qui étaient déboutés des centres. Donc en 1993, on a dit, ben, on va créer des CADA. Qu'est-ce qu'on va faire dans les CADA? Eh ben, c'est pareil, ils vont demander l'asile. S'ils l'obtiennent, alors l'asile se demande à l'OFPRA, l'Office français pour réfugiés et apatrides. Le dossier est complet, on envoie le dossier à l'OFPRA. Si l'OFPRA accepte, entend le dossier, disent, bon, ben, finalement, l'histoire tient la route, c'est vrai, ils ont le statut de réfugié. Dès qu'ils basculent dans le statut de réfugié, ils ont, ils ont tous les avantages, comme je vous ai dit, sauf le droit de vote. Donc on se charge, nous, dans notre travail, à trouver des logements sociaux en général, et du travail quand on peut en trouver. Voilà. Et puis, ça va très bien. Par contre, s'ils sont déboutés,
l'État les invite à ce qu'ils sortent du CADA. C'est là que ça devient un peu plus difficile et que moralement, ça devient compliqué pour nous. Parce que sortir des gens qui ont été dégoûtés, après tout, moi souvent, mais j'ai mes collègues là qui sont à côté de moi, jamais je n'ai forcé quelqu'un, enfin, j'ai peut-être des fois raconté des petites histoires, mais je n'ai jamais forcé personne à quitter le CADA. Je n'ai jamais mis les personnes en danger dehors dans la rue. J'ai dit, si vous voulez partir, et puis l'État qu'à faire son travail. Vous dites qu'ils sont dégoûtés, venez les chercher. Personne n'est venu là. Très bien. Ce qui est important dans ce que tu dis, au-delà de l'explication sur le dispositif, c'est qu'il y a aussi, lorsqu'il y a une volonté politique de bien accueillir les gens, voilà, les choses peuvent se faire. On y reviendra. Ce qui est important aussi dans ce que tu as dit, j'ai trouvé, qui reste d'actualité et qui est source de polémique, c'est peut-être cette dissociation qu'il pourrait y avoir entre des bons et des mauvais migrants et qui amène à une réflexion plus profonde, peut-être sur des questions plus morales. Je pense que c'est important maintenant de vous écouter, Madame Almorabi, Aïcha, de votre prénom. Vous êtes écrivaine, vous êtes poète, vous pourrez nous parler sûrement de votre pratique de l'écriture, votre métier aussi de professeur de philosophie. Vous êtes libyenne, mais j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu, vous nous racontez ce que vous voulez, évidemment, mais quelles ont été les conditions de votre départ de Libye, pourquoi vous êtes parti et comment s'est organisée votre trajectoire pour arriver finalement en France quelques mois plus tard. Vous avez quitté la Libye à quelle époque et dans quelles conditions? Bonjour. J'ai essayé de parler en français, mais ce n'est pas parfait. Je m'appelle Aïcha Almorabi, mais en France, je m'appelle Madame Ballo, c'est le nom de mon mari. Normalement, chez nous, on garde le nom de jeune fille. Et c'est le nom aussi, Almorabi, c'est le nom de... Je suis écrivain, je suis poète. J'ai publié en arabe dans mon pays et dans le monde arabe 8 livres. Les dernières années, l'année dernière, j'ai participé au festival des 7. Et voilà, c'est sorti de anthologie. J'ai participé avec mes poésies. C'est sorti anthologie à 7, le festival des poésies. Et aussi avec Bruno Ducé, j'ai participé avec anthologie. Et aussi le recueil de Gaza, elle est sortie aussi. Et j'espère bientôt, je vais sortir un livre pour ma poésie seulement en français. Bon, je suis arrivée à Montpellier 2015, avril 2015. Et je suis sortie de chez moi juillet 2014 et avec ma famille, mon mari et mes enfants, 2 enfants, une fille et un garçon. Et on est resté à Tunisie 1 an et demi. Et quand on a sorti de notre pays, on n'a pas pensé de demander l'asile ou sortir définitivement, mais on est resté à Tunisie. Peut-être ça a calmé la guerre en Libye, peut-être les choses, on va rentrer dans notre pays, mais ce n'est pas possible. C'était pas possible du tout. Et à la fin, on a décidé de demander le visa, l'ambassade de la France à Tunisie. Et comme nous, très connus pour les conseils culturels en Libye, le conseil culturel français en Libye, mon mari, il a déjà travaillé avec lui parce qu'il travaille dans les ministère de la Culture. Oui, le ministère culturel.
Et moi, j'étais travaillé dans une université, professeur de philosophie de l'art. Et on a fait aussi, après les révélations, on a fait les associations défendre le droit de l'homme et les libertés des pensées, et aussi pour la liberté des femmes et les droits des enfants. On a beaucoup travaillé après les révélations. Mais ce n'est pas marché. Donc, un jour, elle m'a arrêté quand j'étais avec mon chauffeur. Je ne peux pas conduire parce que je conduis en général, mais dehors à Tripoli, ce sera difficile. Même, donc, je pars pour donner mes cours à l'université avec un chauffeur. Et l'islamiste, elle m'a arrêté, presque 30 ou 25 miliciens contre moi avec l'armée. Et pourquoi je suis sortie sans mon mari et avec quelqu'un que je ne connais pas et sans vouloir, etc. Donc, elle m'a menacée, et grande histoire. Et c'est porté, vous allez trouver dans tous les médias ces boucles-là. C'est 2013. Ça arrive 2013. Et voilà, après, il m'a laissé, après presque 5 heures et 6 heures, et je suis rentrée chez moi, et donc j'ai parlé avec tout le monde. Et après 3 ou 4 jours, on a sorti. On a fait une manifestation dans la rue contre le mufti, contre les miliciens et avec les droits des femmes. Et ça porte beaucoup de problèmes à moi et mes enfants. Donc, elles ne ont pas me rejoindre seulement moi, elle m'a fait mal, mais ma fille, et elle a fait 2 ou 3 accidents avec sa voiture. Parce qu'il y en a beaucoup de miliciens qui le rejoignent. Elles ont essayé de tuer mon fils. Et à ce moment-là, donc, on n'a pas de possibilité de continuer notre travail. Je crois que le dernier travail qu'on a fait comme association, c'est une soirée poésie, excusez-moi. Non, c'est bien. Une soirée de poésie pour toutes les cultures, donc la mesure et l'arabe, et donc c'est la première fois qu'il s'arrive au Libye. Et donc après ça, quand on essaie de rentrer à la maison ce soir-là, on a resté presque jusqu'à le matin dans la rue. Mon fils à côté, ma fille à côté, et moi et mon mari à côté. On n'arrive pas à arriver à notre maison parce que tous les miliciens ont fermé le riz. Et après le mois de juillet, ça commence la guerre. Et ils ont attaqué à leur bord. Et nous, on a été au milieu entre les deux équipes. À ce moment-là, donc, on a décidé de sortir de la Libye, et on a sorti. J'ai porté la première fois, j'ai porté le foulard, et ma fille aussi. Et donc, on a sorti à la fin, et on a payé l'argent pour rentrer à Tunisie. Mais on a resté avec beaucoup d'espoir, peut-être on peut retourner à notre pays. On n'a rien porté avec nous. On a sorti comme ça. Mais à la fin, ce n'est pas possible. Jusqu'à maintenant, la guerre s'est continuée. Aïcha, vous êtes passée par la Tunisie, comme beaucoup de Libyens qui sont venus en Tunisie en transit, en essayant peut-être d'attendre, de pouvoir voir si la situation se pacifiait pour revenir, et puis
la situation fait Oui, que vous avez oui, décidé de continuer. Il y a beaucoup de Libyens qui ont suivi cet itinéraire, d'ailleurs, et beaucoup d'organisations humanitaires aussi qui avaient leur base arrière depuis la Tunisie pour pouvoir intervenir en Libye. Vous avez donc décidé de venir en France. Dans quelles conditions ça s'est passé, votre arrivée en France? On va dire le dispositif d'accueil, et puis après vous nous raconterez ce que vous m'avez raconté tout à l'heure sur qu'est-ce qui vous fait vivre, qu'est-ce qui vous permet de tenir avant d'écouter nos autres intervenants. D'abord, je veux dire que je suis écrivain, mais elle est passée presque 5 ou 6 ans que j'ai arrêté d'écrire. Mais le moment que je suis arrivée à Carcassonne, j'ai commencé à écrire et jusqu'à maintenant, je n'ai pas arrêté. Presque, j'écris chaque jour. Et c'est l'écriture vraiment m'a aidé, m'a soigné à l'intérieur. Parce qu'on a passé vraiment des moments très, très difficiles. Et je n'ai jamais pensé que je vais voir les problèmes et la guerre et les morts au Libye, comme j'ai vu. Je suis arrivée à Montpellier. Après, on est allé à Nîmes. Et là-bas, il y a des amis qui nous aidaient pour faire les papiers. Et après, c'est le frère qui a décidé de nous amener à Narbonne. On est arrivé à Narbonne. On a resté juste une semaine. Après, on a décidé de venir à Carcassonne. Et je n'ai pas décidé de rester, je n'ai pas choisi Carcassonne. Et je ne veux pas de rester à Carcassonne parce qu'un petit ville, et moi j'ai envie, mon mari aussi il est écrivain. Et on a envie de vivre avec, dans une grande ville. Mais après, quand ça passe très bien avec le CADA de Carcassonne, elle nous aidait beaucoup. Et les gens qui travaillent au CADA, je ne dis pas ça parce que je ne sais pas. Ce n'est pas seulement leur travail, qu'est-ce qu'ils font, c'est plus que ça. Moi, j'étais toute seule, pas des amis, aucune personne. Je sens que je suis responsable des problèmes qui ont élevé toute la famille, qui quitté notre pays. Et alors, à ces moments-là, j'ai trouvé des personnes qui beaucoup m'ont aidé. Et surtout, Florence, elle devient un ami et qui même, on a fini le travail avec le CADA, elle continue à m'aider, elle continue à me visiter, beaucoup d'amour vraiment m'a donné. Et ça, ce n'est pas facile et vraiment, ça m'a donné le... Bon, d'abord, m'a aidé de traverser, moi et ma famille, tout le problème, c'est l'écriture, un arbre qui était côté la chambre, de ma chambre à Saint-Jacques, à Carcassonne, et Florence. Merci Aïcha, merci beaucoup. On reviendra sur d'autres prises de parole. Denis, on reviendra sur quelques éléments techniques, notamment autour de la procédure de demande d'asile, les délais, mais je voudrais qu'on écoute un autre intervenant, docteur Adémie Agron. J'aimerais que vous nous parliez de votre histoire, de ce que vous voulez bien nous en raconter. Vous êtes médecin, cher confrère, vous exercez à Narbonne et vous arrivez du Kosovo, albanophone. Et j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu votre histoire, dans quelles conditions vous avez quitté votre pays et comment vous êtes arrivé en France. Bonjour à tous.
Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité afin de témoigner de mon histoire, Parle bien fort. qui est une histoire plutôt réussite, je trouve. Oui, c'est pas mal. Voilà. Donc, je me présente, je suis Agron Ademi, ancien réfugié de guerre et naturalisé français depuis 2006 et actuellement médecin gériatre à l'hôpital de Narbonne, responsable d'un service de soins de suite et de réadaptation depuis 2016. Je suis arrivé en France en 1999, plus précisément donc le 17 mai 1999, et auparavant le 28 avril, alors que ça faisait à peu près 2-3 mois que j'ai été diplômé de la faculté de médecine de Pristina au Kosovo. J'attendais à ce que la situation se calme pour pouvoir en fait m'installer et commencer la carrière professionnelle. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Au contraire, la guerre qui avait commencé, ça faisait 1 an, faisait donc la rage. Et donc le 28 avril, j'ai été confronté au choix de rester avec le risque d'être tué, voire massacré par le régime de Milosevic, ou alors de quitter le pays pour pouvoir continuer à vivre, peut-être. Donc, vous m'avez compris, le choix a été vite fait, la décision vite prise. Donc, je suis parti avec plusieurs jeunes, puisque, en fait, les sujets âgés, les enfants et les femmes pouvaient traverser la frontière en train, en bus ou en voiture. Il n'y avait pas plus de risques pour eux. Par contre, pour les jeunes, c'était compliqué de traverser la frontière par les postes frontaliers, puisque les militaires et les paramilitaires serbes séparaient la population, les jeunes d'un côté et puis les autres de l'autre côté, et puis on ne savait pas ce que ces jeunes devenaient. Donc je suis parti le 22 avril 1999 à pied. J'ai marché 2 jours, 3 jours presque, traversé les montagnes de Char, qu'on appelle les Alpes albanaises, à pied. Donc on est arrivé 3 jours plus tard près de Tetovo. C'est une ville qui est à peu près 20 km, voire 30 de la capitale de Macédoine, Skopje. Là, on s'était installé dans un camp de réfugiés qui avait été construit par l'armée allemande. Dans ce camp, j'ai eu la chance de rencontrer par hasard ma sœur qui était là et qui était arrivée 2 ou 3 semaines avant mon arrivée. C'était par hasard, hein? C'était par hasard, pas au courant que ta sœur aussi était absolument pas obligée de partir. En fait, quand je suis arrivé dans le camp le jour même, bon, on se disait peut-être il y a quelqu'un qu'on connaît, on va faire un tour, on va voir si on connaît quelqu'un pour avoir des nouvelles, parce qu'il y avait d'autres membres de famille qui étaient restés au pays, on n'avait pas de nouvelles, on ne savait pas ce qu'il était devenu. Et du coup, donc, en faisant le tour, j'ai rencontré par hasard ma sœur, qui est plus grande que moi, qui était là avec son mari, ses 2 enfants, et puis ses 2 belles-sœurs, dont une qui était gravement malade. Dans le camp des réfugiés, il y avait donc la liste où on s'inscrivait pour attendre le tour de partir de ce camp vers un pays occidental afin de pouvoir en fait être hébergé dans de meilleures conditions. La première équipe, on va dire étrangère, qui est venue nous demander où est-ce qu'on voulait aller, c'était la Croix-Rouge française, qui a été adressée et envoyée par l'ambassade de France à Skopje en Macédoine. Donc bien sûr, comme la belle-sœur de ma sœur était gravement malade, notre préoccupation principale était de pouvoir partir dès que possible de ce camp pour que la personne malade puisse être prise en charge rapidement, parce qu'elle souffrait.
C'est vraiment l'urgence médicale qui a conditionné le choix du pays. Et puis, par rapport à la réglementation, et la priorité, c'est les familles qui avaient besoin d'être soignées rapidement qui étaient prioritaires. Donc, comme dans notre famille, il y avait cette fille qui était malade, qui était jeune, 20 ans à peu près, donc c'est nous qui étions, entre guillemets, prioritaires. Donc, c'était un jeudi où l'équipe de Croix-Rouge française est venue nous demander si on voulait donc venir en France et si on était d'accord, on pouvait donc venir le 17 mai. Donc bien sûr, on a dit tout de suite oui, sans savoir exactement où est-ce qu'on venait, dans quelles conditions on allait être accueillis, etc. Le lendemain, il y avait des équipes des autres pays qui sont venus nous demander si on voulait aller en Allemagne, en Israël même, et puis aux États-Unis. Comme on avait choisi la France, et puis comme c'est les Français qui sont venus nous demander en premier, on ne voulait pas revenir en arrière, on a dit ça va être la France, point. Voilà, donc le 17 mai, on a pris l'avion avec l'équipe de Croix-Rouge pour venir en France. À l'époque, je ne parlais pas le français, bien sûr. Je parlais avec un médecin de Croix-Rouge, de la Croix-Rouge française en anglais, et je lui posais des questions par rapport à l'endroit où est-ce qu'on allait être accueilli, parce que la France, je connaissais géographiquement, mais je ne connaissais pas plus que ça. Donc, tu ne connaissais pas la Grasse à l'époque? Absolument pas. Ah, bon. Et du coup, il me dit, inquiétez-vous pas pour ça, parce que vous allez aller dans un endroit où vous allez être très bien accueillis, où il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas d'insécurité, que vous n'aurez pas faim et que vous n'aurez pas froid. Voilà. Et en plus, vous allez avoir du soleil parce que la mer n'est pas loin et vous allez passer des jours avec les gens qui passent leurs vacances ensemble. Donc, ça se présentait plutôt pas mal, hein? Ça se présentait plutôt pas mal. Ouais. Voilà. Donc, le 17 mai, on est arrivé à Perpignan. Il y a un avion plein, 110 personnes, comme M. Vaillat disait tout à l'heure. Ces réfugiés, donc, on a été accueillis, bien sûr, dans de très bonnes conditions à l'aéroport. Déjà, ceux qui étaient malades étaient séparés avec leur famille pour aller à l'hôpital de Perpignan tout de suite. Donc, dont notre membre qui était malade et qui est allé tout de suite avec une ambulance à l'hôpital de Perpignan avec sa sœur. Et nous, on est monté dans un bus parce que les réfugiés étaient répartis en deux groupes. Le premier groupe allait à Port-le-Cat, au village de vacances, Rive des Corbières. Et puis l'autre groupe venait à Lézignan, à La Grasse, au Cada. Voilà, donc en bus, on est arrivé à Rive des Corbières, à Port-le-Cat. On était séparés rapidement avec les chambres, etc. Et puis le lendemain, les volets étaient fermés et j'entends le bruit de la mer et je me disais... il y a seulement une rivière à côté. Mais quand j'ouvre les fenêtres, en fait, je vois la mer et je me dis, je suis en train de rêver, c'est pas possible. Et du coup, tu étais déjà médecin, tu avais fini tes études. Hein, oui. Comment ça s'est passé quand tu as voulu travailler? Qu'est-ce qui s'est passé en termes d'exigences administratives ou autres? Alors, quand je suis arrivé, bien sûr, notre préoccupation principale était la fille qui était malade. Mais parallèlement, je pensais quand même comment est-ce que je peux utiliser au mieux le temps passé en France. Donc initialement, je me suis dit le mieux c'est de commencer à apprendre le français. Au moins, c'est une richesse de pouvoir parler une langue supplémentaire. Donc j'ai commencé à m'intéresser comment est-ce que je peux apprendre le français. Et Madame Almeraz, ici présente, m'a beaucoup aidé pour pouvoir commencer les cours intensifs du français à l'université Paul Valéry à Montpellier. C'était un mois après être arrivé en France. C'est des cours vraiment intensifs. Donc là, j'ai progressé rapidement en français et parallèlement, j'ai commencé à comprendre comment est-ce que je peux m'intégrer professionnellement. Et est-ce que c'est possible ou pas? J'ai vu que c'était possible, mais il fallait quand même travailler beaucoup. Donc j'ai commencé à travailler rapidement. J'ai eu aussi la chance de rencontrer la famille Dessau, qui était une famille de parrainage, qui se sont occupés beaucoup de nous. Et M. Dessau, c'était un médecin rhumatologue à l'hôpital de Narbonne qui m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, sans aide, je ne serais pas là.
Du coup, donc, lui, avec sa femme, m'ont aidé beaucoup pour voir comment est-ce que je peux m'intégrer. Donc, d'abord, j'ai fait la demande de reconnaissance de mon diplôme auprès du ministère de l'Éducation nationale. J'ai reçu la réponse favorable, mais c'est une reconnaissance uniquement scientifique qui ne me permettait pas d'exercer ni de m'inscrire à l'ordre des médecins. Et ensuite, donc, j'ai eu le statut de réfugié politique qui me permettait par contre là de pouvoir travailler en tant que médecin assistant associé ou bien en tant que praticien attaché associé. En 2002, j'ai commencé à travailler en tant qu'assistant associé dans le service de rhumatologie du docteur Dessau, en tant que assistant associé, jusqu'en 2004. En 2004, il n'y avait plus de budget à l'hôpital et du coup, il fallait quand même trouver... Déjà à l'époque? Non, déjà à l'époque, il n'y avait plus de budget à l'hôpital. Oui, déjà, en fait, il y avait un problème statutaire. Comme j'avais un statut un peu précaire, on m'a dit que pour des problèmes budgétaires, on ne peut pas vous reconduire votre contrat. Donc, je suis parti en 2004 à l'hôpital de Bourges, dans le Cher, hôpital Jacques-Cœur, un hôpital immense. Et c'est là où j'ai commencé vraiment la carrière professionnelle. En 2006, j'ai eu la capacité de gériatrie à Limoges. En 2009, j'ai passé l'examen de la procédure de l'autorisation d'exercice de la médecine en France et que j'ai réussi. En 2010, j'ai passé le concours de praticien hospitalier en gériatrie à Paris. Et en 2012, j'ai passé le DIU, c'est le diplôme interuniversitaire des maladies cardiovasculaires des sujets âgés à Kremlin-Bicêtre, à Paris. Et puis en 2016, j'ai eu aussi le DIU des soins palliatifs à Paris-Descartes et Pierre-Marie Curie. Très bien. Je crois qu'on peut applaudir ce... Je me suis laissé dire que tu étais très demandé à l'hôpital de Narbonne, hein, et que ton nom et ton histoire n'étaient pas du tout un frein stigmatisant dans ta pratique, bien au contraire. Bien sûr, non, absolument pas. D'ailleurs, ça n'a jamais été une préoccupation, en tout cas de ma part. Et puis, franchement, à aucun moment, je n'ai pas vu dans ma carrière professionnelle, ni dans ma vie courante, depuis que je suis arrivé en France, des propos détournés ou des regards bizarres, absolument pas, au contraire. Partout où je suis passé, que ce soit dans l'Aude ou dans le Cher ou à Limoges ou à Paris, les gens ont été plutôt curieux de savoir mon parcours et mes services sur le plan professionnel. Merci à vous. Peut-être, Denis, avant de passer à notre dernier intervenant, c'est quoi faire une procédure de demande d'asile? Ça prend combien de temps d'une région à l'autre? On a des réponses variables. La demande d'asile? Oui. Oh là, c'est... En 2 minutes, hein, parce que là, on est pressé par le temps. Je ne veux pas dire l'éternité. Il y a le président et tout le monde qui vont nous tomber dessus. Hein. C'est presque l'éternité. C'est très long. C'est-à-dire que, bon, après, on est passé de 30 000 demandes d'asile. À l'heure actuelle, je crois que l'OFPRA est à 100, 120 000. Alors c'est vrai que si on veut étudier les dossiers, si on veut être appliqué dans le travail et donner une bonne réponse, ça demande du temps. Ça demande de convoquer les gens une fois, peut-être 2 fois et peut-être 3 fois. Mais en moyenne, quand je travaillais, c'était une moyenne de 2 ans, voire 3 ans. Ouais. Et des fois, on pouvait atteindre les 5 ans, pas loin. On espérait 5 ans, parce qu'au bout de 5 ans, après, on ne peut pas être expulsé. Donc, on croisait les doigts. Finalement, après 3 ans, j'ai dit, soyez patient, 2 ans de plus. Et après, on pourra contester si vous devez partir, on pourra contester votre départ. Mais c'est très long. Et après, par contre, certains, quand ils viennent avec des papiers officiels, alors là, ça va très vite. On n'a pas le temps de se retourner, que clac, ils ont les papiers, 2 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois après, ils ont les papiers. Alors on peut travailler ou oui, pas? 1 mois. Madame Ballot a eu 1 mois. Bon, elle est venue avec les papiers nécessaires faits par les ambassades. Donc là, ça va très vite. Mais quand vous venez, que vous tombez dans la demande d'asile, on va dire, classique, vous pouvez passer du temps à attendre. Alors, des fois, on vous dit qu'il y a la demande de l'OFPRA. Si on refuse à l'OFPRA, vous basculez à la Cour nationale du droit d'asile. Vous savez que là, on peut prendre un avocat,
Hein, vous payez, les réfugiés en général, les demandeurs d'asile payent leur avocat, ou alors ils ont l'aide juridictionnelle. Bon, il vaut mieux payer un avocat, ça coûte autour, à l'époque ça coûtait autour de 1 000 €, les réfugiés se payaient l'avocat, et on attendait. Mais alors, des fois, bien souvent, on vous disait, attendez, le retard, c'est l'OFPRA, c'est engorgé à l'OFPRA, après, des fois, l'OFPRA allait très vite, mais c'était engorgé à la CNDA, Cour nationale du droit d'asile, dont la moyenne, c'est 3 ans d'attente. Très bien. On va passer à notre dernier intervenant, M. Dariush Diar. Très heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. Vous êtes syrien d'origine kurde. Et j'aimerais aussi que vous nous racontiez un petit peu, alors on n'a pas beaucoup de temps, mais on a 7-10 minutes, vous racontiez un petit peu votre histoire, comment vous êtes parti de Syrie, dans quelles conditions, et comment vous vous êtes reconstruit, notamment en France. Bonjour d'abord à tous, et merci à votre présence. Et merci pour Jean-François et son équipe aussi de donner le moyen de parler sur ce débat. Je suis déjà d'origine kurde de Syrie, réfugié politique. Je ne suis plus parce que je suis devenu français. Et j'ai eu beaucoup de la chance d'arriver avant la guerre qui a ravagé la Syrie, qui a tout détruit. J'ai quitté la Syrie en 1998, je suis arrivé en France en 2001. J'ai passé pendant 3 ans sur les routes, entre Liban, la Chypre, et finalement on est bien arrivé en France en 2001, à Fréjus déjà, qui est sur la côte. Mais c'est très dur de quitter ta famille, surtout une famille nombreuse que j'ai vécue avec 14 enfants et 2 parents, ça me reste toujours aimé de le voir depuis 18 ans. Donc, ça fait plutôt 21 ans que j'ai quitté la Syrie. Et derrière, j'ai vu le passage est très dur. Et tout ça, c'est pour peut-être quelque chose qui m'a manqué depuis toujours. La liberté, je pense que la liberté, c'est important. Et si on peut le garder autant qu'on peut, de le défendre. Peut-être, je ne sais pas si entre vous qui sont des générations de la guerre, les 45, ou ce qui ont vécu, la guerre, c'est toujours difficile de l'accepter parce que ça détruit. Ça détruit tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on aime. C'est pour ça il faut le défendre, la liberté, il faut défendre la démocratie qu'on a. Et ce passage, quand j'ai quitté la Syrie, sur les conditions qui étaient très dures. Je suis d'origine kurde, j'ai vécu en Syrie pendant 27 ans comme un réfugié sur ma propre terre, parce que je suis kurde, qu'ils ont aucun droit de rester, c'est-à-dire on ne pourrait pas sortir dans la région sans l'autorisation de l'État, c'est-à-dire les policiers. On ne pourrait pas aller à Damas ou dans les grandes villes, dans les régions kurdes. Au-delà, il fallait toujours passer par un commissariat de dire tiens, on va dormir dans cet hôtel ou cet hôtel ou cet hôtel. Et j'ai grandi à l'espoir de la fin de la liberté. C'est pour ça que je me suis toujours défendu. C'est pour ça que je fais la politique en Syrie, je fais la musique. La musique, c'était un métier. C'est-à-dire, je fais la musique, c'est pas pour faire la guerre, mais la musique, ça m'a ramené de quitter la Syrie, et je me suis retrouvé loin de ma famille et mes frères, mes sœurs et les amis et tout ça. Et ce passage, je pense que c'était douloureux, mais ça m'a donné une expérience de dire les réfugiés aussi, ils ont la richesse pour donner à le pays qu'ils arrivent. Et l'intégration, c'est beau d'avoir l'intégration. L'intégration, c'est quelque chose qui est beau de l'avoir, parce qu'il y a la richesse aussi. Parce que c'est pas être réfugié, il y a coup de mal, il y a des bonnes choses aussi avec les réfugiés. Et quand j'ai quitté, j'ai eu la prison en Syrie. J'ai eu tu as fait un aller-retour, tu as fait une première tentative, ensuite tu es revenu à Damas. Quand j'ai quitté Damas,
parce qu'il fallait franchir les frontières. Quand tu n'as pas de papier, c'est dur. Il faut partir clandestinement sur les frontières. Le plus proche, c'était le Liban. La Turquie, c'était fermé, c'était très dur. Il fallait par le Liban. On a quitté les frontières avec de faux papiers ou des passeurs qui m'ont ramené au Liban. J'ai resté pendant 2 ans à Beyrouth. Finalement, le passage, c'était au début trouver un moyen de transport, avion, de partir vers l'Europe ou n'importe quel pays qui nous protège et qu'on pourrait enfin trouver la liberté. Et cette tentative, c'était le premier, c'était un bateau. On se trouvait avec un bateau qui nous a dit les passeurs, c'est-à-dire quand tu tombes sur la main des passeurs, en fait, tu ne sais pas où tu vas, ta vie elle est en danger, mais tu ne le sais pas en fait. On pense que c'est facile, mais c'est jamais facile. Et derrière, on nous a dit qu'il y a un grand bateau qui vous attend, il vous ramènera directement en Italie, où vous serez tranquille, où on a l'impression qu'il y a la restauration dedans, il y a tout ce qu'il faut. Mais finalement, il nous ramène avec des petits bateaux électriques au fond de la mer. Quand tu arrives, tu vois, tu as un petit bateau qui est là-bas, et il t'a dit, ben, si, il t'a jeté dedans comme des animaux. On se retrouve sur un bateau de 12 mètres avec 280 personnes, ou 180, je ne me rappelle plus. Il y avait 280 personnes sur ce bateau. Et tu ne peux plus retourner. Tu ne peux plus dire à quoi ce soit. C'est-à-dire que tu vois la mort, mais tu as toujours cette rêve c'est-à-dire le rêve est toujours là. C'est-à-dire que tu dis, je vais y arriver. Et tu ne penses pas, tu vas mourir, tu ne penses à rien du tout, tu dis, ouais, tiens, je vais arriver. Mais de toute façon, le choix de retour, c'est compliqué. Alors, on a fait ce passage. Au bout d'1 jour et demi, on se retrouve sur une plage. On ne savait plus c'est quoi cette plage. En fait, l'Italie, mais c'était trop près. C'est-à-dire, pour une journée, on savait que ce n'était pas l'Italie. C'est-à-dire, et au bon moment, l'autre, on attend des cris des femmes, des enfants, que le bateau est cassé. C'est-à-dire le bateau, il n'a pas supporté 280 personnes à 12 mètres carrés que tu vas aller pour pêcher. Et sur tout ça, on se retrouve en face de l'armée chypriote on arrivait en fait sur la plage de Chypriote, qui nous demande de quitter le trottoir chypriote parce qu'on n'avait pas le droit. On essaye de l'expliquer avec notre moyen, avec des signaux quand tu ne parles pas anglais ou français dans le langage, on essaye de expliquer que le bateau, qu'il y a un problème de bateau qui est en train de casser, il y a plein d'enfants, il y a plein de femmes, mais ils ont essayé de nous faire partir de leur trottoir. Comment ça s'est passé quand tu es arrivé dans la région ici en France? Comment tu as suivi une formation, un itinéraire qui t'a permis aujourd'hui d'être patron de 2 restaurants, je crois? Quel a été le cheminement et la musique dans tout ça aujourd'hui? J'ai eu beaucoup de chance d'arriver dans le sud, accueilli par le centre de Cada, accueilli par Donny, qui est très gentil directeur, avec son équipe, Annie et Dominique et le reste aussi, qui étaient très très sympas, et qui nous a aidés. D'ailleurs, c'est un idée qui nous a créé, il est toujours là, ils sont toujours là aussi pour moi. Et ce qui fait derrière, au moment où j'ai eu les papiers, c'est-à-dire le papier, ça n'a pas duré longtemps, j'ai pris 2002, je suis arrivé à 2001, 2002 on a eu le papier, et 2002 je commençais à travailler. J'ai fait 10 ans dans la maçonnerie qui n'était pas mon métier parce que je suis diplômé mécanique automobile. Donny, déjà, il m'a conseillé de parler dans la maçonnerie et de travailler dans mon métier. Je mets des CV partout dans les garages sur Narbonne. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance. Peut-être, je peux le comprendre aujourd'hui, je ne parlais pas français et c'était dur aussi de prendre quelqu'un qui arrive sans parler français. Mais je continue dans la maçonnerie en pensant, un jour ou l'autre, je trouvais mieux que ça. Voilà, j'ai fait 10 ans. Derrière, j'ai eu cette chance d'avoir un restaurant sur Corsan, qui est juste à côté de Narbonne. Voilà, ça fait 8 ans que je travaille dans la restauration. Et derrière, voilà, j'ai eu la chance d'avoir une famille, des enfants ici. Et je viens d'acheter un autre restaurant qui est juste en face de la gare de Narbonne. Si vous avez l'occasion de passer... Profites-en pour donner la main. Voilà, c'est avec un grand plaisir. Voilà.
Voilà. Merci beaucoup, De merci rien, j'en beaucoup. prie, c'est- On peut applaudir derrière. Merci Dia. Alors, on est pressé par le temps. Il nous reste 2-3 minutes. J'aimerais peut-être, Denis, que tu nous donnes ton regard avec... on a vu ces expériences réussies d'accueil, d'intégration, quand les acteurs politiques mettent les moyens, les choses se passent bien. On est avec des personnes ici qui font société, qui font corps avec nous, qui participent à la dynamique sociale de notre pays sans en être à la marge. C'est quoi l'évolution de ces dernières années? Tu m'as dit que tu as arrêté de travailler il y a 2 ans. Tu as vu des choses changer en termes d'accès, de dispositifs. On sait que des pressions fortes sur les préfets se manifestent ces derniers temps, que le nombre de régularisations sont plus basses. Quel est ton ressenti sur les dernières périodes, ce qui nous permettra de faire une transition? On fera un petit break, mais ensuite sur les interventions que j'aurai avec Marie-Caroline Saglio. Bah, écoute, je suis comme vous, hein, quand j'entends ces témoignages, je me dis, bon, bah, on peut être, on va dire, content hein, d'avoir accueilli finalement des gens qui étaient en grande difficulté à cause de la guerre et qui finalement viennent en France, s'insèrent et donnent tout ce qu'ils ont pour la réussite finalement de notre société. Et ça sera et ça restera toujours une grande satisfaction quand on a travaillé 40 ans auprès de personnes en difficulté, en grande souffrance. L'avenir, ben, il continuera comme ça, c'est-à-dire que quand il y aura une situation économique qui ira un peu mieux, ben, l'État fera en sorte peut-être de glisser et de donner des possibilités de travail. Par contre, quand la situation économique ira un peu mal, eh ben, on va sortir des lois, on va sortir des circulaires. Et les circulaires, on abrogera des circulaires, on abrogera des lois. Mais il faudra quand même que la France reste avec cette valeur humaine, cette valeur humaniste, qui fait qu'une personne qui est en danger à un pays peut être accueillie ici en France en toute sécurité. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur des grands discours. Alors les politiques sont des fois un peu réticents à ça. Ils se disent oui, mais il y a des élections au bout. Alors attention, hein, on va faire une petite circulaire, on va faire un petit décret. Mais non, nous, citoyens de base, je pense qu'il ne faut pas regarder. Il faut toujours aider les gens qui sont en difficulté. Et je pense qu'ils nous le rendent bien. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Denis. Merci, Aïcha. Merci, Dia. Merci, Agron. Merci à tout le monde pour votre écoute et à très vite. Merci. Merci.